Bien le bonjour, damoiselles et damoiseaux. Vous allez écouter l'épisode 2 de Clotilde et les animaux merveilleux. Notre héroïne et ses amis ne sont pas au bout de leur surprise dans le mystérieux château d'Ardelot. Et nous non plus d'ailleurs. Si vous aimez la peinture et la musique, ou mieux encore la peinture en musique, le château organise dans son théâtre élisabétain un drôle de concert le 1er décembre. La pianiste Anne Wischick et le peintre plasticien Frédéric R s'associent pour proposer aux enfants une création à 4 mains devant leurs yeux. Pendant que la pianiste joue, le peintre construit sa toile. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur www.château-ardelot.fr/programmation. Allez, Clotilde, Jeanne et Albéric nous attendent. Bonne écoute! Un vent de mystère souffle sur les courtines du château. Une ombre plane sur les 10 tours d'Ardelot. Une plume tombe, rouge comme le feu. Dans les bois alentours, à la nuit tombée, un doux chant résonne. Oyez, oyez, damoiselles et damoiseaux du XIIIe siècle. La fabuleuse histoire de Clotilde et les animaux merveilleux va bientôt commencer. Clotilde se réveille en sursaut. Elle se redresse sur son petit matelas de laine. Une fine lueur passe sous la porte en bois de la forge. Elle entend les respirations calmes et régulières de ses parents. Elle se retourne et essaye de se rendormir. Mais quelque chose l'en empêche. Une drôle d'impression. La sensation que quelque chose est en train de se passer. Quelque chose d'important. Elle se lève et sort de la forge sur la pointe des pieds. La lune finit sa course dans le ciel et une brume bleue se lève sur le château d'Ardelot. Il est très tôt, tout le monde dort encore. Sans réfléchir, Clotilde prend la direction du poulailler. Tout est si calme et paisible autour d'elle. Les hautes tours semblent veiller sur le château et la muraille se déplie comme de grands bras protecteurs. À pas de loup, Clotilde entre dans le poulailler. Les poules dorment toutes, sauf une. Le regard de Clotilde se pose sur la petite poule rousse, celle à qui elle a confié l'œuf qu'elle a trouvé sur la muraille il y a une semaine. Ses petits yeux noirs sont grands ouverts. Elle caquette doucement. Clotilde s'approche de l'animal. « Est-ce que tout va bien, petite poule ?» murmure-t-elle. La poule soulève son aile et Clotilde aperçoit l'œuf argenté qui scintille dans l'obscurité. La poule s'écarte. Clotilde prend délicatement l'œuf entre ses doigts et le regarde avec attention. Là, juste sur le côté, une minuscule fissure apparaît. « Ça y est, il est en train d'éclore !» À peine a-t-elle fini sa phrase que crac, une deuxième fissure, un peu plus grosse, se dessine sur la surface de l'œuf. « Allez, petit oisillon, tu vas y arriver !» encourage Clotilde. L'œuf se fendille et bouge doucement dans sa main. Un minuscule bec tout blanc finit de percer la coquille. Et une petite tête tout ébouriffée de plumes sort de l'œuf. « Oh, bonjour toi !» sourit Clotilde. L'oisillon pointe ses yeux en direction de Clotilde. Elle a une drôle de sensation, comme si son cœur se mettait à pétiller. Elle se sent tout à coup si légère. Elle a l'impression qu'elle pourrait s'envoler. Un petit pépiment sort du bec de l'oisillon. « Oh, bien sûr tu dois avoir faim. Mais qu'est-ce que je veux bien pouvoir te donner à mangeailler? Des miettes de pain peut-être ?» Avant de sortir du poulailler, Clotilde caresse la petite poule rousse. Elle la remercie d'avoir pris bien soin de l'œuf. Elle quitte le poulailler, l'oisillon toujours bien au chaud dans le creux de sa main. De retour à la forge, elle prend un petit bout de pain posé sur la table et elle ressort rapidement pour ne pas réveiller ses parents. Le soleil a fini par éclore lui aussi, perçant sa coquille de nuit. Il darde ses premiers rayons sur les tours du château. Clotilde longe le château et s'assoit le long de la muraille.
Elle émiette le petit bout de pain et en dépose quelques-unes à côté du petit oiseau. Tiens, voilà une petite ripaille pour toi. Mais l'oisillon détourne la tête. Quoi, ça ne te plaît pas? Pourtant, les rouges-gorges, les merles, les pies et même les mouettes mangent les miettes. Mais d'ailleurs, quelle sorte d'oiseau est-ce que tu peux bien être? Elle observe l'oisillon. Il est blanc, si blanc que ses plumes semblent refléter la lumière. Son cou est très long et il a une drôle de queue. Soudain, des bruits de pas se font entendre. Clotilde cache vite le petit oiseau derrière son dos. « Eh oh, Clotilde, bien le bonjour !» fait Albéric en courant vers elle. « Tiens, tu vois, Jeanne, je ne racontais pas de baliverne. Je l'avais bien vu passer sous la fenêtre. » Sa sœur Jeanne, qui le suit, hoche la tête en souriant. « Ah, vous tombez bien !» s'écrie Clotilde en leur montrant le petit oiseau. « Regardez donc, qui est sorti de son œuf ce matin !»« Waouh, il est si lumineux. On dirait une pierre de lune !» observe Jeanne. « Une pierre de lune ?» reprend Clotilde intriguée. « Oui, une pierre précieuse toute blanche. J'en ai une que mon père Philippe m'a rapportée d'un voyage. » répond Albéric. À ces mots, Jeanne part en courant pour aller chercher la pierre. Albéric se penche au-dessus de l'oiseau. Celui-ci le fixe de ses petits yeux noirs. Clotilde voit alors un étrange sourire se dessiner sur le visage de son ami. « Il a un drôle de regard, non ? Tu vas me prendre pour un folle dingo, mais j'ai l'impression qu'il me chatouille à l'intérieur. » »« Non, tu n'es pas folle dingo. J'ai eu la même impression. » s'émerveille Clotilde. Jeanne revient, le souffle court. « Là, regardez, cette pierre est exactement de la même couleur que le plumage de l'oiseau, non ?» Elle ouvre sa main. Une petite pierre blanche au reflet irisé brille sous les rayons du soleil. C'est alors que, sans prévenir, le petit oiseau laisse échapper un cri strident. Il regarde fixement la pierre en faisant battre ses toutes petites ailes. Jeanne approche la pierre de lune de la main de Clotilde. L'oisillon tend une de ses pattes en direction de la pierre. Et les trois enfants restent bouche bée. Non, ce n'est pas un rêve. Un filament blanc et brillant semble s'échapper de la pierre pour rentrer dans la patte de l'oiseau. C'est comme une minuscule volute de fumée qui s'envole de la pierre pour aller dans l'animal. Cela dure quelques secondes, puis l'oiseau replie sa patte et se couche dans la main de Clotilde. Il ferme les yeux, l'air heureux. « Morbleu! Mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie ?» Vous avez vu ça? On aurait dit qu'il aspire la pierre, comme pour se nourrir avec. En tout cas, il a l'air de préférer ta pierre de lune aux miettes de pain. Et il dort tellement bien maintenant. Et si c'est un oiseau magique? Tu veux dire comme dans ce décompte? Mais ça n'existe pas. Pourtant, on ne sait pas vraiment d'où il vient, et il ne ressemble à aucun oiseau que l'on connaît. Les enfants regardent l'oisillon endormi, puis se regardent en silence. Bon, dans tous les cas, il ne faut pas le montrer. Il doit rester caché. Nous allons nous en occuper. Nous le nourrirons avec la pierre de lune et nous verrons bien s'il est magique. Qu'est-ce que vous en dites? Demande Clotilde. Je suis d'accord. Je te crée un, que je n'en parlerai à personne. Jure Jeanne solennellement en posant les mains sur son cœur. Moi aussi, que je sois maudit si je déconfie. Je sais que vous ne me trahirez pas, les amis, et que vous ne trahirez pas notre oiseau. Nous allons l'appeler Neige. Sourit Clotilde en caressant doucement l'oisillon du bout des doigts. Les jours passent au château et Neige grandit de jour en jour. Son plumage s'épaissit, ses plumes s'allongent, son bec se recourbe et des griffes poussent au bout de ses pattes. Tous les jours, il se nourrit de pierres de lune, et il devient de plus en plus lumineux et brillant. Clotilde a du mal à le cacher, surtout depuis qu'il commence à vouloir voler. Elle l'emmène partout avec elle, bien à l'abri dans une poche sous son tablier. Un soir, alors qu'elle est assise avec Jeanne et Albéric sur les marches qui mènent à la forge, son père Enguerrand s'approche d'eux. Ce soir, c'est la pleine lune. Et l'on raconte que si l'on cueille les fleurs de passiflore un soir de pleine lune, elles sont encore plus efficaces. Enguerrand est passionné par les fleurs et les plantes en tout genre. Il a toujours une petite serpe pour les cueillir dans le fond de sa poche et une décoction qui bout dans un coin du fourneau.
Est-ce que vous aimeriez venir avec moi pour en ramasser ? Propose-t-il d'une voix espiègle. Tu veux dire dans les bois du comté ? Lui demande Clotilde. Oui, bien sûr. Impossible d'en trouver dans l'enceinte du château. Mais dehors, il y en a jusqu'à l'orée des bois. Nous serons vite rentrés. Jeanne, Albéric et Clotilde hochent la tête avec enthousiasme. Ce n'est pas souvent que les enfants ont l'occasion de sortir du château et d'aller dans les bois. C'est d'accord, Répondent-ils en chœur. Le soir arrive. Les enfants et Enguerrand passent devant les gardes qui veillent sur l'entrée et marchent jusqu'à l'orée des bois. À mesure que les 3 amis et Enguerrand se rapprochent des bois, Clotilde sent sa poche qui se met à remuer. Chut, Neige, reste tranquille. Mais l'oiseau s'agite de plus en plus. Elle se cache derrière un chêne et le sort de sa poche. Mais qu'est-ce qu'il t'arrive ? L'oiseau la regarde, puis il lève les yeux en direction de la lune. Et sans crier gare, il étire ses ailes et s'envole. Non ! Attends ! Neige volette de branche en branche à quelques mètres d'elle. Son vol n'est pas très assuré, mais l'on dirait qu'il sait exactement où il va. Neige, reviens ! L'appelle Clotilde. Jeanne et Albéric s'approchent, alertés par ses cris. Qu'est-ce qu'il se passe ? Neige s'est envolée. Peut-être que c'était le moment pour lui de partir. Non, je n'en suis pas sûre. Regarde, il est juste là-haut sur cette branche, et il nous regarde. Mais oui, tu as raison. On dirait qu'il nous attend. L'oiseau étire ses ailes puis s'envole quelques mètres plus loin. Suivons-le. Tu es sûre ? Dans les bois ? Et les loups alors ? Ils ont mieux à faire. Et puis, on n'est pas des petits coquerets. On saura se défendre. Bon, d'accord. Les 3 enfants se glissent entre les arbres en suivant les éclats brillants des plumes de neige sous les rayons de la lune. Celui-ci scintille comme une étoile. Clotilde regarde derrière elle et aperçoit la silhouette de son père qui les suit de loin. Au bout d'un moment, Neige s'arrête sur la branche d'un immense chêne. Clotilde n'a jamais vu d'arbre aussi majestueux. Elle s'avance sous ses branches et elle a l'impression de rentrer dans un sanctuaire, un lieu sacré. Neige redescend entre les branches et vient se poser sur son épaule. Clotilde pose ses mains sur le tronc de l'arbre. Sur l'écorce douce, elle sent comme de petits sillons sous ses doigts. Elle se rapproche et scrute l'écorce. Venez voir. On dirait qu'il y a quelque chose d'écrit ici. Jeanne et Albéric se rapprochent. Mais oui, tu as raison. Mais c'est étrange. Je ne reconnais pas les lettres. C'est peut-être une autre langue ? Sûrement. Je vais recopier ces signes et j'irai voir dans la bibliothèque. Clotilde se penche et ramasse un gros caillou rond. Elle sort de sa poche un petit couteau que sa mère lui a forgé et le tend à Jeanne. Tiens, avec mon couteau, tu devrais pouvoir graver ces signes sur le caillou. Jeanne s'applique, et dans le silence de la forêt, le petit crissement de la lame résonne sur la pierre. Au fond d'elle-même, Clotilde en est persuadée. Ces signes ne sont pas là par hasard. Vous venez d'écouter un épisode de Clotilde et les animaux merveilleux, une histoire d'Envolée Contée écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléecontée. À lundi prochain pour la suite de l'aventure.